Donc, je me présente, je m'appelle Vincent Duret, je suis responsable de la business unit textile au sein du groupe EcoCert. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des fibres naturelles autres que celles du coton bio. Je serai accompagné aussi ce matin par Aymeric Mottin, le président des Mouettes Vertes, qui interviendra en seconde partie de cette présentation. Donc, je suis ravi d'être là aujourd'hui pour pouvoir vous présenter et notamment porter la voix du secteur textile dans le domaine des fibres naturelles. Alors, EcoCert, pour ceux qui ne connaissent pas complètement le groupe EcoCert, je vous rappelle un petit peu l'origine du groupe EcoCert, et surtout sur la partie textile, peut-être que vous connaissez un peu moins cet aspect-là. Le groupe EcoCert, c'est un groupe qui est né il y a plus de 30 ans maintenant, avec l'agriculture biologique. Et on s'est développé au fur et à mesure des années, à la fois, bien sûr, sur le périmètre de l'agriculture biologique dans le monde entier, mais également aussi sur les aspects du secteur textile. Et donc, dans les années 2000, on a démarré dans les années 2000 avec la certification des textiles biologiques. Et après, on avait notre propre référentiel en 2005 notamment. On a démarré après les certifications sur les textiles biologiques avec la certification que vous connaissez peut-être, qui est la certification GOTS et également Organic Exchange. Et après, on a développé d'autres standards par la suite. Et notamment, EcoCert a travaillé aussi et développé aussi ses propres standards sur les cosmétiques biologiques, mais également sur le fair trade. Le fair trade est aussi un autre axe aussi de développement pour le textile qui peut être intéressant. Alors aujourd'hui, le zoom va se faire sur les matières naturelles. On verra aussi qu'il y a les matières naturelles dans le secteur textile, mais également toute matière qui peut aussi avoir un intérêt en termes environnementaux. Il n'y a pas que les matières naturelles, il y a aussi d'autres typologies de matières. On essaiera aussi de présenter les différentes solutions possibles pour essayer d'aborder en fait la question du développement durable et aussi des enjeux environnementaux, de l'impact environnemental au sein de la filière textile. Ce qui est sûr, c'est qu'avant de vous présenter un peu plus ces aspects sur la partie des fibres naturelles, ce qui est important pour moi, c'est aussi de faire un petit rappel aussi sur quels sont les enjeux principaux de la filière textile, habillement, et où est-ce qu'on peut intervenir, notamment dans la conception des articles. Alors, ce qui est important à avoir à garder en tête, c'est déjà les chiffres de l'industrie textile. Ici, bon, peut-être peu de personnes connaissent la partie textile, mais l'industrie textile, aujourd'hui, c'est une industrie qui est fortement polluante, la deuxième au monde, qui représente plus de 2% des émissions de gaz à effet de serre. C'est une industrie qui utilise énormément d'eau, au moins autant que la culture du riz ou du blé dans le monde entier. Près des 2/3 des fibres sont d'origine synthétique, donc origine fossile, pétrole. Et cette industrie génère énormément de déchets dans le monde entier par an. Plus de 2 milliards de tonnes par an sont générées comme déchets. Donc c'est un des enjeux cruciaux aussi pour la planète. Donc il va de soi qu'il faut mettre tout en œuvre pour essayer de limiter et préserver nos ressources, notamment nos ressources en eau, les ressources alimentaires, agricoles notamment. Si demain on fait tout en coton bio, ça posera aussi des problèmes pour s'alimenter. Et également en énergie. Point crucial aussi en ce moment, dans le contexte qu'on connaît. Également, il faut aussi que nos politiques aillent aussi vers une protection, bien sûr, de la nature, essayer de limiter les déchets autant que possible, la pollution des eaux de surface et les émissions dangereuses dans l'air ambiant. Donc voici les principaux enjeux de la filière textile à aujourd'hui. Un des points sur lesquels je dois insister aussi, c'est bien sûr tout à l'heure, je vous ai parlé des 2 milliards de déchets qui étaient générés par an dans le monde entier. Vous avez ici un schéma qui illustre un petit peu la problématique du secteur de la mode et puis du textile en général. Sur les années 2000 à 2015, vous voyez la courbe en violette qui représente les ventes de produits textiles à habillement. Vous voyez que ça n'a cessé d'augmenter sur ces 15 années. Et en parallèle de ça, vous avez la courbe d'utilisation des vêtements qui ne fait que la durée d'utilisation des vêtements finalement qui ne fait que décroître. Du coup, on consomme de plus en plus vite.
on jette de plus en plus vite nos vêtements, ce qui va générer sur la même période un doublement du volume de déchets. C'est quelque chose de considérable. Donc les 2 milliards de déchets par an qui sont générés, c'est quelque chose de très, très, très impactant pour la planète. Et tout le monde en est acteur là-dessus, hélas. Et donc il faut faire quelque chose aussi là-dessus. Il faut savoir qu'en France, en moyenne, un Français achète plus de 30 kilos de textiles, de vêtements, mais il n'utilise que 30% de sa garde-robe. Et qu'un vêtement n'est utilisé que 7 à 10 fois finalement, et après on s'en sépare. Donc il y a quand même des progrès, même en tant que consommateur, à faire à ce niveau-là. Bien sûr, l'industrie textile n'est pas exempte non plus d'enjeux sociaux. Bien sûr, c'est un point crucial aussi pour la production dans l'industrie textile. Vous avez tous entendu parler, il y a plus d'une dizaine d'années déjà, du problème qu'il y a eu au Bangladesh avec le Rana Plaza. Aujourd'hui, il y a toujours des problématiques de cet ordre-là, donc c'est un enjeu considérable aussi, les aspects sociaux. Vous avez aussi des polémiques autres qui rentrent en compte maintenant aussi sur la maltraitance animale. On verra aussi, on abordera ce point aussi ce matin. Également, vous avez toute la problématique bien sûr du recyclage, mais ça veut dire qu'il y a quand même des acteurs aussi de la mode qui s'organisent aussi pour essayer de communiquer un peu plus aux consommateurs sur le bon choix à faire en termes de choix vestimentaires moins impactants pour l'environnement et aussi au niveau social. Au niveau initiative sectorielle et aussi réglementaire, il y a 3 ans déjà, il y a au G7 à Biarritz, plus de 130 marques se sont investies et ont signé un pacte pour essayer de s'engager à sourcer plus de matières premières biologiques ou écologiques, etc., dans leur secteur. Et donc c'est un engagement finalement qui porte ses fruits, parce qu'aujourd'hui on voit quand même énormément de marques en France, mais dans tous les pays du monde, qui commencent à vraiment se focaliser sur des plans d'investissement, sur des plans d'amélioration en tout cas de leur sourcing, vers quelque chose de beaucoup plus durable. En France, il y a la joie AGEC aussi qui va mettre aussi, qui a depuis le début de l'année aussi, c'est important. On va avoir besoin de faire un affichage plus précis, notamment plus transparent sur la traçabilité des produits, et également mettre en avant s'il y a un peu plus de matières premières recyclées ou pas dans les produits textiles. Donc il y a quand même des avancées qui sont importantes, même au niveau politique, même si c'est encore les balbutiements. Alors, que faire pour essayer d'agir et limiter nos impacts? Tout d'abord, la première chose, c'est d'essayer de concevoir des produits qui vont intégrer toutes les notions de conception. Ça, c'est déjà un point clé. Aujourd'hui, effectivement, on a des produits qui vont être conçus plutôt sur leur fonctionnalité, sur leur côté mode, etc. Mais la partie environnement est rajoutée un petit peu à part. Il serait bien de pouvoir maintenant l'intégrer complètement dans les cahiers des charges de produits afin d'avoir une éco-conception qui soit, entre guillemets, naturelle là-dessus. Bien sûr, il faut aussi agir sur les lieux de production de matières premières, les typologies de matières premières, et bien essayer autant que possible de favoriser l'emploi de matières recyclées. Parce que si on utilise des matières recyclées, ça veut dire qu'on ne va pas utiliser de nouvelles ressources et donc diminuer également, je dirais, finalement notre impact sur les ressources. Il faut essayer, si on utilise des fibres vierges, favoriser autant que possible la production de fibres biologiques. Et bien sûr, respecter des conditions de production qui limitent en tout cas les impacts environnementaux, qui maîtrisent les conditions sociales et aussi le respect du bien-être animal quand c'est le cas échéant. Il y a possibilité, bien sûr, d'agir sur les modes et lieux de production. Les acheteurs de produits ont une responsabilité importante aussi dans leur choix de lieux de production et des conditions de production. Donc, c'est quelque chose qui est important. Aujourd'hui, on a pu voir, depuis la crise Covid et autres, une accélération de certains projets qui ont pu être faits localisés, notamment en France, aujourd'hui. Donc, c'est aussi une tendance qui est à prendre en compte aujourd'hui. Les consommateurs sont aussi impactés et peuvent être acteurs de ce changement. Donc bien sûr, c'est important qu'ils connaissent, comme on l'a vu tout à l'heure, le nombre de vêtements utilisés, du moins la durée d'utilisation d'un vêtement était très faible. Donc ils ont quand même des moyens d'action à ce sujet. Également, nous, EcoCert,
on est aussi acteur du changement dans le fait où on peut communiquer, c'est un peu ce que je fais aussi aujourd'hui, vers le consommateur, mieux informer les consommateurs. C'est aussi à ça que sert la certification. Pour nous, c'est essayer de distinguer les produits qui vont être moins impactants pour l'environnement de ceux des conventionnels. Donc voilà un petit peu, je dirais, les 5 points qui pourraient permettre d'améliorer la situation. Alors concernant les certifications, et avant d'arriver dans le détail des choix des fibres, des typologies de fibres, ce qui est important pour moi, c'est de vous présenter un petit peu où on en est dans la production de fibres pour pouvoir un peu rentrer dans le détail, dans le vif du sujet au niveau des fibres naturelles notamment. Ici, vous voyez sur ce diagramme l'évolution de la production de fibres au cours des 50, moins de 50, 45 ans qui passaient, depuis l'année 75 jusqu'à maintenant. Et vous pouvez voir qu'il y a une évolution forte, très très forte, presque exponentielle, qui est liée quasiment à l'évolution de la population mondiale. Bien sûr, on a tous besoin de s'habiller et la production de textiles va suivre ce rythme. Ce qui est important de voir aussi dans ce schéma, c'est que la proportion de fibres synthétiques n'a cessé d'augmenter. C'est la courbe en orange que vous voyez ici, et notamment avec le polyester. Je vous disais tout à l'heure que les fibres synthétiques représentent plus des 2/3 de la production de fibres à aujourd'hui. C'est le cas avec le polyester. Donc comme le polyester est une ressource issue du pétrole, problématique, car ce n'est pas une ressource renouvelable à aujourd'hui. Vous avez aussi en vert, là, sur ce schéma, la production de coton en vert foncé. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, le coton a gardé quand même une place importante dans la production de textile à aujourd'hui. Alors, c'est quelque chose qui est intéressant à remarquer, c'est que c'est pas, malgré le changement qu'il y a eu radical avec les années d'après-guerre où les fibres synthétiques ont vu leur avènement, finalement, le coton est quand même une fibre qui est restée présente dans nos collections de vêtements. Alors, dans les faits marquants, la période Covid a fait un petit peu baisser, je dirais, la production dans les années 2020-2021. On est à peu près à 100 millions de tonnes de production de fibres par an. Il y a une croissance qui est quand même prévue malgré tout de 40% sur les années 2030, mais aussi du fait de l'évolution de la population mondiale, bien sûr. Et on a constaté une hausse permanente des demandes de fibres naturelles, notamment en fibres biologiques, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Et on a aussi énormément de demandes, et c'est même une très très forte demande en ce moment, sur les matières recyclées. Alors il y a les fibres recyclées, mais vous avez aussi d'autres typologies de matières qui peuvent se recycler. En termes de chiffres, vous voyez ici à gauche que le polyester représente donc 52% de fibres dans la production de fibres et 15% du polyester produit dans le monde peut être recyclé à aujourd'hui. Pour ce qui est du coton, 23%, il représente 23% de la production mondiale et le coton biologique, seulement le coton biologique représente 1,2% de la production mondiale de fibres, ce qui est quand même faible, c'est sûr, mais on a monté quand même depuis quelques années, on était à 0,9% il y a 2 ans par exemple, donc en pourcentage ça fait comme une évolution de quelques dizaines de pourcents quand même là-dessus. Alors ce qui est en vert, c'est également dans le schéma les fibres qui peuvent être naturelles ou d'origine naturelle. Vous avez la laine est aussi une fibre dont je ne vais pas parler jusqu'à présent mais qui est importante. Elle a perdu beaucoup de parts de marché de la laine depuis qu'il y a l'avènement du polyester, depuis les fibres synthétiques notamment. Mais maintenant, c'est une fibre qui a quand même son mot à dire, je dirais, dans l'univers actuel. Et ça peut être une réponse. Et également, vous avez des fibres de type comme la soie, comme le lin, comme le chanvre, comme toutes ces fibres-là vont être aussi des fibres qui pourraient être utilisées aussi en alternative au coton aujourd'hui. Alors, vous avez également des fibres cellulosiques. Donc, dans les différentes typologies de fibres, vous avez les fibres naturelles, les fibres synthétiques et les fibres cellulosiques. Sur les fibres naturelles, quels sont les types d'approches finalement environnementales qu'on peut mettre en place? Bien sûr, quand on produit des fibres vierges, ça va être les fibres dites biologiques, qui proviennent de l'agriculture biologique. Ça, c'est la méthode qu'on va favoriser pour le respect de l'environnement. Les fibres naturelles vont être, bien sûr, c'est possible de les recycler. Et également, il peut y avoir des solutions écologiques pour celles qui ne pourraient pas être biologiques.
Sur les fibres synthétiques, la principale action, je dirais, qui pourrait améliorer l'impact environnemental, c'est la partie recyclage, bien sûr. Et il y a aussi quelques fibres biosourcées qui existent sur le marché aujourd'hui. Et sur les fibres cellulosiques, c'est par exemple les fibres comme la viscose, l'acétate, le cupro, ce type de fibres. Elles sont faites à base de cellulose et notamment à base de bois. En fait, le bois a été dissous. Donc, la problématique majeure là-dessus, ça va être la gestion durable des forêts. Donc là, les certifications de type FSC, par exemple, seraient intéressantes. Vous pouvez aussi utiliser le recyclage et aussi certaines solutions peuvent traiter de la partie écologique. Alors, si on regarde aussi l'évolution, notamment sur la partie du coton, je vais parler un petit peu du coton, mais en 2005, effectivement, sur la partie textile, dans les certifications existantes, il y avait principalement GOTS et OCS. Maintenant, ça s'appelle OCS, mais dans le secteur textile, avant, ça s'appelait Organic Exchange, c'est en 2005, mais il y avait quasiment que cette certification en 2005 pour la partie des fibres qui sont plus durables. On appelle ça durable maintenant. Maintenant, en 2022, les choses ont fortement changé parce qu'il n'y a pas que le bio. Vous avez toujours les certifications GOTS et OCS qui existent sur le bio, mais vous avez aussi des certifications qui ont vu le jour pour mettre en valeur les produits recyclés. Donc, c'est valable pour les fibres naturelles, mais pour tout type aussi de matières qui pourraient être recyclées. Donc, c'est les certifications GRS et RCS de Textile Exchange. Vous avez également des certifications qui sont apparues pour aussi mettre en avant et valoriser un peu plus la production, notamment de laine, et aussi respecter les bonnes pratiques du respect du bien-être animal. Donc, c'est les certifications de type RWS, RMS, RAS et aussi RDS pour les plumes. Ces certifications sont aujourd'hui très utilisées dans le monde entier. On verra un petit peu plus le détail tout à l'heure. Et également d'autres typologies de certification. Vous avez EcoCert, nous avons émis un nouveau standard sur les textiles écologiques et recyclés, donc pour venir un petit peu en alternative aux produits qui ne pourraient pas être certifiés ni biologiques ni seulement recyclés. Vous avez les certifications, j'en ai un petit peu parlé aussi sur la gestion durable des forêts FSC et également le Fair Trade avec la certification EcoCert sur Fair for Life. Ici, je repasse rapidement, parce que le temps est compté, mais vous avez un tableau qui vous présente les différentes certifications que j'ai pu vous énumérer, avec également les différents domaines de critères. Ce qui est commun un petit peu à tous ces standards, c'est déjà la volonté de maîtriser la production de la matière première, avec une production de matière première plus respectueuse de l'environnement, des hommes et des animaux également. Donc c'est le cas par exemple, si vous avez deux certifications biologiques qui sont ici à gauche, GOTS et OCS, et également vous avez les certifications après de recycler GRS et RCS, la partie Animal Welfare ici, et après la partie FSC, gestion durable des forêts, et écologique et Fair Trade. Ce que vous voyez en rouge, c'est que c'est ce qui n'est pas couvert par les standards. Exemple, vous voyez par exemple sur les certifications de type bien-être animal, aujourd'hui, vous avez des certifications qui concernent principalement la partie production animale, agricole, pour garantir le respect du bien-être animal. Mais après, sur la filière textile, vous n'aurez que des critères de traçabilité ici. En fait, vous n'avez pas de critères ici sur RWS, sur la partie sociale ou environnementale. Donc, c'est peut-être des choses qui peuvent être justement complétées par des certifications existantes comme EcoCert ici, là-dessus. Par contre, sur le biologique, c'est la grosse différence que vous pouvez avoir entre OCS et GOTS. Vous voyez que GOTS est quasiment un standard qui couvre quasiment tous les critères. Il y a encore quelques points aussi, notamment sur la partie sociale au niveau agricole. Parce qu'effectivement, le règlement agricole, aujourd'hui, il n'y a pas de critères sociaux sur la partie agricole. Donc, quand les productions se font à l'étranger ou dans les pays de voie de développement ou autres, ça peut être des problématiques majeures. Donc voilà, vous avez un petit résumé, un panorama, je dirais, des différentes certifications. Alors, partons maintenant sur la partie biologique et voyons ce qui a pu changer et ce qui est utilisé aujourd'hui aussi sur la partie biologique. Je vous ai parlé des certifications GOTS et OCS. Alors, ces deux certifications sont vraiment les certifications majeures que vous avez aujourd'hui dans le domaine textile, mais au niveau mondial. Ce ne sont pas des certifications présentes qu'en France. C'est présent dans le monde entier et connu, je dirais, de tous les principaux acteurs de la filière textile aujourd'hui. Alors, pour GOTS,
Comme pour OCS, c'est des certifications qui vont couvrir l'intégralité de la chaîne de production. La chose à comprendre, c'est que la certification, par contre, de la matière brute, de la matière des fibres naturelles, doit se faire suivant la réglementation en vigueur. Donc, en Europe, ça va être la réglementation européenne. En Inde, si on parle du coton, ça va être la réglementation indienne, NPOP. Aux États-Unis, c'est NOP, etc. Il y a au moins 4 ou 5 réglementations qui sont autorisées par GOTS. Ce qui veut dire, c'est qu'à l'issue de l'étape agricole, toutes les autres étapes doivent être certifiées, soit GOTS, soit ECS. Donc, il y a pas, finalement, pour le consommateur final, il ne peut pas y avoir de trou dans la certification. C'est la manière de lui garantir que son produit sera bien à base d'un certain pourcentage de fibres bio au moins. Donc vous voyez les différences entre GOTS et OCS, mais vous voyez que sur la partie OCS, il n'y a pas de contrôle de produits chimiques ou de respect de l'environnement, ni de respect social, c'est que GOTS qui va pouvoir faire ça. Alors, il y a un point dont je dois préciser aujourd'hui, c'est la nouvelle réglementation bio qui est en place là, depuis le début de l'année, 848-2018. Certes, on avait déjà la certification du coton, du lin, du chanvre, etc. Ce n'est pas des choses nouvelles. Par contre, ce qui est apparu cette année, c'est la possibilité de certifier la laine. Et oui, la laine n'était pas inclue aujourd'hui dans le champ de la certification biologique européenne. C'est quelque chose qui est nouveau pour cette année. Également aussi la soie, les cocons de soie n'étaient pas inclus dans le règlement européen, donc c'est quelque chose qui est nouveau aussi. Donc on va pouvoir, là on est à Lyon, dans le fief de la soie, il n'y en a plus maintenant, mais en termes de production agricole, mais il faut savoir que le règlement a changé à ce niveau-là pour la partie européenne. Pour ce qui est de la production aussi de fibres biologiques, en France, on a la chance d'avoir une des plus importantes productions de lin au monde. Et notamment aussi, on a aussi du chanvre qui est très présent. La production de lin biologique est en constante augmentation depuis les 10 dernières années. C'est quelque chose de très important. On est limité un petit peu aussi par le nombre de tailleurs qu'on peut avoir aussi en France pour pouvoir venir extraire la fibre de la plante brute, mais c'est quelque chose qui est en forte demande. Il y a quand même, je dirais, il y a plus de 500 tonnes qui ont été produites en 2020, mais c'est en constante évolution très, très, très forte, de plus de 30 ou 40% chaque année en termes d'évolution. Le chanvre aussi est une fibre qui est en train de se développer fortement. On a de plus en plus d'agriculteurs aussi qui sont convertis à la culture du chanvre, mais du chanvre textile, pas du chanvre plus pour l'habitat. Donc c'est important aussi de pouvoir dès le début cultiver, savoir quelle est la destination du produit pour pouvoir le vendre plus facilement, bien sûr. Alors sur les évolutions des standards, la GOTS et OCS que je viens de vous présenter, vous voyez qu'il y a une forte augmentation des opérateurs certifiés dans le monde. Vous avez plus de 30% de progression là sur GOTS, 40 aussi sur OCS. Vous voyez, c'est des chiffres qui sont constants depuis plusieurs années maintenant. Donc il y a un boom du secteur, même sur le biologique, même si le biologique a démarré il y a plus de 15 ans maintenant, c'est en très forte progression. Maintenant, sur la partie animale, c'est aussi un vecteur important aussi d'effort pour aller dans le sens du développement durable. Vous avez la certification de Textile Exchange qui s'appelle RWS. Alors ici, sur ce schéma-là, vous voyez le nombre d'opérateurs de fermiers qui ont été certifiés RWS depuis l'année 2018. Vous voyez que c'est aussi en très très forte augmentation au niveau mondial. Vous avez 1500 éleveurs en 2020 qui ont été certifiés au niveau mondial. C'est sûr, en Europe et notamment en France, il y en a très très peu. C'est plutôt aujourd'hui des productions en Amérique du Sud. Ça représente la certification RWS à peu près 1,25% du marché là en 2020, mais c'est toujours en forte progression aujourd'hui. Bien sûr, les pays historiques de production de laine, notamment comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, c'est en devenir aujourd'hui. Ils commencent à s'intéresser à ce type de certification. Pourquoi ? Parce que ce sont des certifications internationales. Aujourd'hui, la Nouvelle-Zélande ou l'Australie sont quand même assez cloisonnés. Et la problématique, c'est dès qu'ils veulent vendre un petit peu à l'étranger, il n'y aura pas de reconnaissance
L'avantage des certifications comme ça, c'est bien sûr de valoriser les produits, une meilleure pratique, mais aussi d'avoir possibilité de pénétrer des marchés qui n'étaient pas forcément ouverts dans le monde entier. Donc la certification RWS, ça représente quoi pour le bien-être animal? Déjà, le respect des principes du bien-être animal, l'interdiction du mulesing, c'est une technique qui permet on coupe une partie de l'anus du mouton pour éviter les maladies. Donc c'est quelque chose de bien spécifique aux pays où il y a des risques de maladies importants, notamment des pays où il fait assez chaud, mais en même temps que c'est très humide. Donc mais c'est des pratiques qui sont très souvent aussi où il y a de la maltraitance animale là-dessus. Donc une des raisons d'être aussi de ce type de certification, c'est de garantir qu'on ne va pas maltraiter les moutons. Également la gestion des terres agricoles, parce qu'effectivement, si beaucoup de moutons restent au même endroit, il va y avoir des problématiques d'érosion de sol, de contamination de sol, etc. Donc c'est quelque chose qui est très important aussi à prendre en compte. Et cette certification va pouvoir garantir la traçabilité tout au long de la supply chain textile, c'est-à-dire depuis la production agricole, où là, ces critères-là majeurs vont être appliqués, jusqu'à la distribution du produit fini. Okay. Aujourd'hui, effectivement, la certification de WS ne fait pas concurrence à la certification bio. Il existe la certification bio, et dans la certification bio, on peut certifier la laine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais en termes pour les marques ou pour en tout cas ceux qui veulent se prémunir de problématiques liées notamment au bien-être animal, les certifications de type RWS sont très importantes pour ça, parce qu'elles focalisent vraiment sur cette point du bien-être animal. Concernant la production de fibres, vous avez également les fibres comme le mohair, le cachemire, l'alpaga. C'est aussi 3 typologies de fibres, peut-être pas très couramment utilisées, mais en tout cas pour lesquelles la problématique aussi du respect du bien-être animal apparaît. Et notamment la certification RMS qui a été développée en 2020, seulement en 2020, à aujourd'hui, vous avez déjà 27% de la production mondiale de mohair qui a été couvert par cette certification à aujourd'hui. Vous voyez donc la forte implication aussi des acteurs, et notamment des agriculteurs, pour aller vers ce typologie de fibres. Et c'est soutenu bien sûr par beaucoup de marques aussi dans le monde entier. On travaille aussi, nous, sur le cachemire, sur des certifications donc, de respectueuses du bien-être animal comme SFA ou GCS. Là aussi, c'est en fort développement. L'avenir aussi, ça va être vers l'alpaga, où il y aura aussi, en 2021, il y a un standard de Textile Exchange dédié aussi à l'alpaga qui a été mis en point. J'avance un petit peu parce que je vois que le temps... Ou alors peut-être... Attendez. Alors, sur les critères du mohair, ce qu'il faut retenir, c'est que bien sûr, il y a toujours les mêmes critères qu'il peut y avoir sur la partie laine RWS. Vous avez toujours le respect du bien-être animal qui est en point incontournable, la gestion des terres et la traçabilité. Ce qui va être différent, c'est un petit peu les critères liés à la composition des produits, où là, il faut qu'il y ait 100% de la laine de mohair qui est utilisée dans le produit soit certifiée RMS, et que le produit soit composé au minimum de 5% de matière certifiée RMS. Il ne peut pas y avoir de mélange avec un mohair conventionnel. Ça, c'est interdit. C'est la même chose pour RWS d'ailleurs. Pour l'alpaga, vous allez avoir également le même typologie de critères. Bon, je ne reviens pas dessus, c'est exactement pareil que sur la partie mohair. Mais c'est également aussi la même chose sur la partie détail de critères de composition. 100% de l'alpaga doit être certifié RWS. Il ne peut pas avoir de mélange avec de l'alpaga conventionnel, et 5% minimum d'alpaga dans le produit pour être certifié. Également, il y a la partie plume. C'est aussi l'objet d'un standard spécifique. Alors pourquoi Textile Exchange a fait des standards différents à aujourd'hui? C'est aussi parce que les critères justement liés à la production agricole sont complètement différents. Et les marques à aujourd'hui voulaient pouvoir avoir quand même un moyen de communication adapté aux produits. Donc à aujourd'hui, ils étaient demandeurs pour avoir un logo spécifique aussi par marque. Là, c'est le 4e que je vous présente. Là, celui-ci, il est dédié aux plumes. Vous avez quand même le petit logo de la plume qui est ici. C'est quand même plus facilement compréhensible aussi pour le consommateur. Donc ici, les critères, c'est toujours respect du bien-être animal. Ce qui est important pour la plume d'oie ou autre, c'est que la plumaison à vif est interdite, ni le gavage.
Nous, on vient du Gers. Bon, le gavage, on ne va pas pouvoir certifier des élevages de d'oies ou de canards RDS ici, si c'était prévu pour la production de foie gras, par exemple. Non, c'est interdit. Donc, ça veut dire qu'il faut tuer abattre les oies et les canards pour pouvoir utiliser après leurs plumes. Donc, même principe que les autres certifications. Pas de mélange avec d'autres plumes qui ne seraient pas ni RDS, etc. C'est interdit là-dessus. Donc ça, c'est aussi plutôt une bonne chose de ne pas communiquer sur des éléments qui pourraient être un petit peu confusants pour les consommateurs là-dessus. Important également, la partie recyclage. J'en dis quand même quelques mots là-dessus parce qu'effectivement, vous l'avez vu dans le panorama de fibres possibles, c'est un point clé pour lequel on doit pouvoir essayer de trouver un maximum de solutions. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez vu dans le schéma au tout début, la majorité des fibres qui sont produites sont celles de polyester. Aujourd'hui, on utilise 15% de fibres recyclées de polyester. Le problème, c'est que la fibre de polyester recyclée provient essentiellement de bouteilles. Aujourd'hui. Donc ça ne vient pas des déchets textiles. Donc il y a énormément d'efforts aussi à faire aujourd'hui sur la recyclabilité des produits textiles, la collecte des vêtements, etc. C'est des choses qui sont encore qu'au balbutiement, même s'il y a plein de choses qui sont faites. Je ne dis pas ça, mais quand on voit les chiffres, on est loin encore d'avoir 100% de matière recyclée et d'utilisation, par exemple, ne serait-ce que le polyester recyclé. Dans le schéma, ce qui peut être intéressant ici c'est la laine. C'est surprenant, la laine ne représente que 2% du marché global de production mondiale, mais finalement, la laine se recycle assez bien parce qu'elle arrive en deuxième position ici des matières recyclées. Donc c'est dans les fibres naturelles, finalement, c'est quelque chose d'important à dire et à préciser, c'est qu'on peut utiliser et recycler assez facilement finalement de la laine. Ça vient certainement de la qualité de la fibre elle-même, mais aussi de la typologie aussi d'articles qui sont faits en laine aujourd'hui. Juste pour vous expliquer aussi ce que ça veut dire recycler, parce que on parle très souvent de matière recyclée, mais ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas faire d'amalgame avec le réemploi. Alors, ça veut dire quoi une matière recyclée? Déjà, quand on est dans un cycle classique de fabrication, vous avez le matériau vierge qui est utilisé pour faire un vêtement ou n'importe quel produit. Il va suivre son circuit de fabrication, filature, tissage, etc., tricotage, confection, et le consommateur va l'utiliser. Mais il peut y avoir des déchets à tous les stades de production, à tous les stades de la filière, de la supply chain. Ça peut être lors de la fabrication, où il peut y avoir des déchets, donc des déchets industriels, ou par les consommateurs. Et il est important de dissocier ces deux typologies de déchets, parce que cette information-là va devoir être communiquée après aux consommateurs. Par défaut, si une matière est dite juste recyclée, elle sera considérée comme, ici, post-consommation. Post-consommation, ça veut dire déchets consommateurs, déchets ménagers. Par contre, si la matière recyclée provient de matière qui a été issue de déchets industriels, là, il faudra préciser sur le produit lui-même que la matière est issue de déchets industriels. Ça, c'est très important. Et ce qui est très important aussi pour éviter la confusion avec le réemploi, c'est que vous voyez le cycle de récupération des déchets doit obligatoirement se terminer par une phase de recyclage. Cette phase de recyclage ici doit être obligatoirement différente du processus qui a généré le déchet. Donc pas inclus dans le processus de fabrication, sinon on va considérer que c'est du réemploi, que ce n'est pas du recyclage. Donc cette étape-là de recyclage est fondamentale. Donc les standards de certification qui sont GRS et RCS sont les deux standards les plus utilisés aujourd'hui pour les matières recyclées. On parle aujourd'hui du textile, du secteur textile, mais là je vois ici à Natexpo que il y a beaucoup de fabricants aussi de cosmétiques, etc. Ça peut être également des matières plastiques, par exemple, recyclées. On peut aussi, nous, travailler sur le recyclage aussi de matières autres que des fibres là-dessus. C'est aussi possible. Cette certification, elle sert en fait à plusieurs types de matières, pas qu'aux fibres, pas qu'aux textiles là-dessus. Donc ça peut être les matières plastiques, le métal, le cuir, etc., le verre, toute matière qui peut se recycler. Et vous voyez les chiffres d'évolution, c'est assez parlant, En une année, là, sur 2019-2020, les chiffres le nombre d'opérateurs certifiés a doublé, ça a même dépassé le biologique à aujourd'hui. Donc c'est considérable.
Donc il y a un mouvement très très important, en tout cas en faveur aussi de matières recyclées. Je vais laisser parler là, maintenant Aymeric pour la suite de la présentation. En tout cas, je vous remercie. Bon, merci Vincent de me donner la parole, nous donner l'occasion de témoigner sur notre expérience chez les Mouettes Vertes. Je vais reprendre le titre qu'on nous a partagé, c'est « Quelles matières naturelles et quels sont les impacts écologiques de chacune d'entre elles dans le textile ?» Donc, simplement 2-3 mots sur notre société pour commencer. Les Mouettes Vertes, on est une société qui a été créée en 2005. On est une société qui est engagée autour de l'impact environnemental, l'impact social. On est une entreprise à mission. Au démarrage, la société a été créée pour proposer dans les épiceries bio des sacs en coton bio pour remplacer les sacs plastiques qui étaient alors distribués aux caisses des magasins. Et puis progressivement, on s'est développé dans la filière textile bio. On a commencé à travailler beaucoup pour des marques de cosmétiques bio, pour faire des trousses cosmétiques personnalisées. Et puis ensuite, on s'est développé sur du prêt-à-porter, des vêtements. On travaille, nous, uniquement en sur-mesure pour nos clients. Donc on n'est pas une marque à proprement parler. Et on est certifié, alors GOTS depuis 2008, je crois, depuis le démarrage de cette certification chez EcoCert en France. Et puis ensuite GRS, Vincent en a parlé, la certification sur les fibres recyclées. WFTO, c'est une certification autour du commerce équitable. C'est le World Fair Trade Organization. SA 8000 sur les conditions sociales. Et on est en cours d'obtention de B Corp également, voilà, de façon à avoir une médaille de plus à notre palmarès. Bon, alors j'ai voilà, une équipe qui est engagée avec une mission qui est claire. La mission, c'est proposer des produits en textile écologique qui vont remplacer le plastique, remplacer les produits jetables et les produits conventionnels. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi cette mission d'entreprise? Et je vais aller assez rapidement là-dessus parce que je pense que Vincent a rappelé les principaux chiffres. Mais globalement, gardez en tête que 10% des émissions de carbone sont liées à l'industrie du textile. 20% des rejets d'eau industrielle, donc tout ce qui est effluent, sont liés également à l'industrie textile. Donc c'est quand même énorme, c'est un cinquième. La quantité d'eau qui est nécessaire pour fabriquer un t-shirt, etc., 2700 litres en moyenne, ça c'est absolument phénoménal. Et puis pour finir, l'impact en termes de pesticides, engrais, 11% de l'utilisation des pesticides dans le monde, c'est pour servir l'industrie de la mode. Donc voilà, une industrie qui est quand même hyper polluante sur plein de facteurs différents. Donc vraiment des corrections à faire. Et puis il y a un autre élément qui nous motive, c'est l'enjeu du plastique dans la mer. Vous avez probablement déjà lu ces statistiques de la Fondation MacArthur qui dit que bientôt il y aura plus de plastique dans la mer que de poissons. Et ça c'est assez flippant. Et on n'est pas en train du tout de corriger cette tendance. Voilà. Et on pourrait rajouter le fait que aussi, vous connaissez cette statistique qui dit que chacun d'entre nous mange l'équivalent en plastique d'une carte bleue par semaine, qui est liée à l'ingestion de microplastiques, à la fois à travers l'eau qu'on boit ou à travers les poissons qu'on mange, parce qu'ils sont tous contaminés. Voilà. Donc il faut vraiment qu'on fasse gaffe à cette histoire de plastique. Et puis, dernière stat sur les plastiques, on essaie de se rappeler au fond quand est-ce qu'on a vu pour la première fois des sacs en plastique dans le monde. Et en fait, c'était en 1965, le premier brevet. Donc, c'était pas il y a très très longtemps. Et on est complètement dépassé par notre plastique. Donc, ce que je disais, c'est la masse de tous les mammifères et les poissons représentent 4 milliards de tonnes.
celle du plastique sur Terre représente 8 milliards de tonnes. D'accord ? Donc il y a 2 fois plus de masse de plastique que de masse de vivants sur la Terre. Voilà. Et ça, c'est vraiment le gros enjeu du plastique, c'est qu'en fait, on ne sait pas s'en débarrasser. Voilà. Bon, alors les fibres naturelles, bon, Vincent en a présenté un petit peu. On va parler principalement du coton, du lin. On va passer très rapidement sur les autres parce qu'elles sont quand même très marginales aujourd'hui. Mais globalement, gardez en tête qu'il n'y en a pas la tonne pour faire du textile. Hein. On est vraiment limité à un nombre relativement modeste. Alors, le coton conventionnel, d'abord. Ce qu'on aime bien dans le coton, c'est que c'est chaud, c'est doux, c'est hypoallergénique. Le problème, c'est que, effectivement, on l'a dit, ça consomme beaucoup d'eau. Ça tue des gens à cause de tous les pesticides, engrais, etc., qui sont utilisés pour le cultiver. Et par ailleurs, ça pose plein de problèmes de conditions sociales. On l'a vu encore très récemment, l'histoire des Ouïghours. Vous savez, cette minorité musulmane dans le Xinjiang, dans l'ouest de la Chine. 1 million de personnes environ qui vivent dans des camps de travail et qui, pour l'essentiel, sont employés dans les champs de coton. Cette région du monde, il faut savoir qu'elle fait pratiquement 20% de la culture de coton dans le monde. Donc, là, vous voyez aussi qui sont les grands pays fabricants de coton, le Chine, l'Inde, haut la main, avant les États-Unis. Ça, c'est un point qui est très important. On dit toujours le coton, ça pose plein de problèmes à cause de l'eau. Et en fait, la réalité, c'est que c'est juste en moyenne. Et c'est largement lié au fait qu'on s'est mis à faire pousser du coton à des endroits qui ne sont pas du tout faits pour le coton. Le coton, c'est une plante qui a besoin d'évoluer dans un climat subtropical, chaud et humide. Et vous voyez qu'on a des grands producteurs de coton qui sont pas du tout dans ce type de climat-là. Donc, il y a une Croix-Rouge là. C'est tout le Xinjiang. C'est la partie chinoise dont je vous parlais. Ensuite, on a l'Ouzbékistan. On a pas mal de coton aussi en Turquie, en Égypte, qui sont des endroits beaucoup trop arides pour ça. Et donc, il faut quand même faire très attention à l'origine du coton que vous utilisez. Et évidemment, nous, on est très attachés au coton indien, notamment parce que le coton indien, il n'a pas besoin d'eau pour 65% de la production. D'accord ? Donc c'est vraiment un coton qui pousse essentiellement sans eau ajoutée. Bon, il y a un autre point que je voulais évoquer sur l'histoire du transport, parce qu'en fait, nous, dans notre métier, on entend beaucoup de gens qui nous disent il faut absolument revenir au local. Le transport, c'est vraiment terriblement polluant. Et les mouettes vertes, alors nous, évidemment, on travaille beaucoup de coton, donc le coton, ça ne pousse pas en France. On le fait venir d'Inde pour l'essentiel. Et on est très interrogé sur l'impact du transport. Donc on a fait nos petits calculs. On a regardé quelle était la consommation d'un moteur d'un porte-container. On a regardé combien on mettait de containers sur un bateau. On a regardé combien on mettait de produits en moyenne sur nos containers. Et on en a déduit une émission de CO2 par produit lié au transport maritime. Et on a pu voir que c'était en moyenne 4 grammes de CO2. Et 4 grammes de CO2, c'est ce que émet une voiture citadine qui roule sur 30 mètres. D'accord ? Donc le transport par bateau, c'est polluant, mais dans le fond, on en fait probablement un peu trop sur le sujet, ou en tout cas, c'est
un ressenti beaucoup plus fort que la réalité de l'émission qu'il conduit. Voilà. Surtout, si vous avez des questions, des sujets, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Hein. C'est pas évident, je trouve, de parler dans cet environnement qui est assez bruyant. Donc surtout, n'hésitez pas. Moi, je suis là pour vous. Bon, pourquoi est-ce que nous, on utilise du coton bio? Vous l'avez compris. C'est parce qu'on trouve que c'est mieux que le coton conventionnel. Et c'est beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de beaucoup moins d'eau. Pourquoi beaucoup moins d'eau? Parce qu'en fait, on a des sols qui sont riches. Ce sont des sols qui ne sont pas désherbés. Donc, il y a un substrat qui est plus humide, qui consomme du coup beaucoup moins d'eau, qui la retient beaucoup mieux. On n'a pas besoin de laver non plus le coton, parce que comme on ne met pas de pesticides, d'engrais, d'insecticides, il n'y a pas besoin de laver, c'est une économie d'eau, ça réduit la pollution de l'eau, ça préserve les sols, c'est meilleur pour la santé des cultivateurs et ça préserve l'autonomie financière des cultivateurs. Ça, c'est un vrai sujet en Inde. On a beaucoup de petites exploitations agricoles qui se sont mis dans les plans OGM et qui aujourd'hui ont un peu de mal à s'en sortir, ne savent plus cultiver autrement et sont un petit peu dans les mains des grands fabricants de culture OGM. Alors le coton recyclé, donc, vous en entendez un petit peu parler depuis pas très longtemps, hein, à mon avis 2-3 ans maximum. En fait, jusqu'à récemment, on utilisait du coton recyclé uniquement pour faire des chiffons d'essuyage pour l'industrie automobile ou des produits d'isolation, parce qu'on n'était pas capable d'obtenir en coton recyclé une qualité utilisable pour faire du prêt-à-porter. Maintenant, on y arrive assez bien. Vincent le disait, il y a vraiment deux sources, ce qu'on appelle le pré-consumer et le post-consumer. Donc le post-consumer, c'est vos vieux vêtements. Et le pré-consumer, c'est tout ce qui est chute de production. Donc ça peut être des chutes de filature, des chutes de tissage, ça peut être des invendus de collection. Et tout ça, on peut le récupérer. Alors comment on fait? On le délisse, c'est-à-dire délisser, c'est retirer tous les points durs des vêtements. Donc ça, c'est vraiment très casse-pied à faire. Il faut retirer les rivets, les zips, les boutons pression, les boutons, etc. C'est encore assez manuel. Après, on effiloche. Donc on le passe dans une espèce de grosse râpe à fromage, vous voyez, de façon à ramener le tissu à l'état de fibre. Ensuite, on refait du fil. Ensuite, on retisse, on retricote. Et ensuite, on obtient un nouveau produit. C'est clairement une révolution majeure de l'industrie textile, cette histoire du coton recyclé. Pour moi, c'est au moins aussi important que l'invention du métier à tisser. Je pense que ça va révolutionner en profondeur et durablement l'économie de cette filière, parce que aujourd'hui, il n'est plus nécessaire de puiser dans les ressources de la terre pour pouvoir faire du prêt-à-porter ou des accessoires. On peut le faire de façon locale en réutilisant tous nos déchets de vêtements. Et ça, c'est vraiment une transformation en profondeur. Et évidemment, c'est le top d'un point de vue écologique. Vous parlez de coton recyclé, mais du coup, il faut qu'il y ait un premier tri au départ pour être sûr d'être sur du 100% coton. Parce que si vous vous retrouvez avec des vêtements qui sont au départ déjà des fibres mélangées ou il y a toujours un petit pourcentage de polyester qui traîne quelque part. Donc vous faites déjà un tri très fin pour être sûr d'être sur du 100%. Alors non, en fait, on ne le fait pas. On ne le fait pas parce que c'est pas toujours écrit sur les étiquettes. On n'a pas toujours les étiquettes sur les vieux vêtements. Et donc, on ne le sait pas. Donc en général, on mélange du coton avec du polyester. Et beaucoup de vêtements sont faits avec un mix polyester-coton. C'est le polycoton. En général, 20 à 40% de polyester, le solde en coton. Mais c'est pas grave. En fait, on s'en fiche à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui compte,
c'est de réutiliser la matière, peu importe qu'elle soit coton ou coton plus autre chose. Comment garantir que ce soit du 100% coton recyclé alors? Alors en fait, on ne garantit pas que c'est du 100% coton recyclé. Ce qu'on garantit, alors je fais attention parce que comme il y a mon certificateur ici, je ne voudrais pas me faire attraper, mais on garantit que c'est certifié GRS. C'est le standard que Vincent a évoqué, Global Recycle Standard, qui impose un minimum de 20% de fibres recyclées, si j'ai bien retenu la leçon. Ouais, 20% pour les industriels et 50% pour avoir le logo GRS. Et en fait, en général, nous, ce qu'on fait, c'est que on prend donc ces vieux gisements qui sont des mélanges de coton, de polyester. Ce qu'on fait, c'est qu'on retire toujours les lastanes, parce que l'élastane, c'est le bordel. Donc tous les lycras, là, les dames, tout ça, ça ne marche pas du tout. Ça encrasse terriblement le processus d'effilochage. Donc ça, on a du mal à le recycler. On prend les fibres. En général, on rajoute de la fibre vierge. Pourquoi ? Parce que la fibre effilochée, elle devient trop courte. Elle fait moins de 1,5 cm. Et donc la cohésion de la fibre est vachement moins bonne. Et ça rend le fil moins résistant. Ça rend le tissu moins doux, moins soyeux. Puisque quand il y a de la fibre très courte, en général à la filature et surtout au tissage, elles ont tendance à se redresser un petit peu et ça devient un peu abrasif, un peu rugueux. Et donc c'est pour ça qu'on mélange toujours un petit peu de fibre vierge avec du recyclé. Et dans la fibre vierge, soit on prend du coton bio, soit on prend du polyester recyclé. Voilà, ce qu'il nous faut, c'est de la fibre vierge et longue. Donc là, simplement, c'est une toute petite illustration du processus d'effilochage. Donc vous voyez, à gauche, on part de chutes. Alors là, c'est des vieux draps. On les coupe en petits morceaux et ensuite on les passe dans une machine qui est une effilocheuse et on se retrouve à droite avec comme une poudreuse de fibres qui sont ensuite stockées, passées dans une cardeuse. Le cardage, c'est l'alignement des fils, des fibres, de façon à pouvoir ensuite les mettre en filature. Et là, vous voyez un outil de filature qui est à l'œuvre. Voilà. Donc le coton recyclé, les pour et les contre. Moi, je suis vraiment très 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 pour. C'est ce qu'il y a vraiment de mieux d'un point de vue écologique, parce que effectivement, ça évite d'avoir à puiser des ressources de la terre. Ça peut se faire dans une économie locale, donc ça évite les transports par le monde entier. Donc ça, c'est vraiment très positif. Et on peut même se dispenser de teinture, parce que quand on fait des tris de vieux vêtements, on peut les faire par couleur. Et du coup, si on veut du bleu, on prend des trucs bleus, etc. C'est jamais absolument parfait. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un côté un peu chiné. Et nos clients qui nous disent « Ah oui, mais moi, mon Pantone, c'est le machin truc », eux, on leur dit « Ça va être compliqué pour vous parce qu'on ne va pas savoir le faire ». Mais c'est quand même une assez bonne nouvelle de pouvoir avoir de la fibre colorée sans teinture. Les limites de ce truc-là, c'est effectivement son prix. Parce qu'en fait, toutes les opérations que j'ai décrites, qui se font dans des économies où la main-d'œuvre est chère, sont hyper coûteuses et beaucoup plus coûteuses que de cultiver du coton bio dans des pays tels que l'Inde. Donc il y a un énorme problème de modèle économique qui en fait explique un petit peu que ça n'existe que depuis quelques années, parce que il y avait assez peu de gens qui étaient très motivés
à l'idée de fabriquer des produits de coton d'un peu moins bonne qualité à un coût beaucoup plus cher, qui est ce qu'on propose avec le recyclé. Bon, donc voilà, j'ai fait... vous ai présenté le coton recyclé. Pour moi, c'est vraiment très important de distinguer le coton recyclé du polyester recyclé. Il arrive parfois qu'on dise il y a les matières recyclées, et pour moi c'est très très différent, parce qu'en fait, autant je suis absolument convaincu que le coton recyclé est une très bonne solution écologique, autant j'ai beaucoup de questions sur le polyester recyclé, qui certainement est une meilleure solution que le polyester, mais qui pose des limites très fortes, qui sont lesquelles? Qui sont d'abord le fait que on ne peut pas recycler à l'infini le polyester. Hein. À chaque fois qu'on recycle du plastique, il faut le réchauffer. À chaque fois qu'on le réchauffe, le plastique perd de ses propriétés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a un risque énorme à ce qu'en utilisant le polyester recyclé, finalement, on redonne de la légitimité à l'ensemble de la filière pétrolière, en disant écoutez, c'est pas très grave de faire des bouteilles en PET, etc., parce que de toute façon, après, on le recycle, etc. Donc ça, c'est pour moi un vrai problème, alors que l'enjeu clé, il est évidemment d'arrêter la fabrication de plastique un jour. Donc il ne faut pas redonner du crédit à ce truc-là. Et la troisième chose, c'est que recycler ou pas recycler, le polyester, ça reste du plastique. Et donc ces méfaits restent les mêmes. Quels sont ces méfaits? C'est évidemment le rejet de microplastiques à chaque lavage. Donc ça, c'est un peu un problème. Et puis c'est le fait que ce sont des fibres qui ne sont pas biodégradables et qui restent dans la nature entre 500 ans et plusieurs milliers d'années selon le type de fibre, si elles ne sont pas traitées. Voilà. Donc ça, c'est simplement la parenthèse pour le fibre. Je regarde simplement l'air, il est l'heure. On va parler rapidement du lin. Donc le lin, Vincent l'a évoqué, c'est... Ce qui est génial dans le lin, c'est qu'en fait, la France est les champions du lin avec les Belges et les Pays-Bas. Sur cette côte littorale, il y a 80% de la production de lin mondiale. C'est une très jolie plante qui aujourd'hui est essentiellement exportée en Chine pour faire toutes les étapes de transformation. Et puis ça revient ensuite en Europe sous forme de produits finis. Et je passe un peu là-dessus et je voudrais simplement dire un mot sur les difficultés du lin bio. Donc vous voyez que voilà, je me balade parfois dans les champs de lin pour comprendre un petit peu ce qui s'y passe. Le lin, c'est une plante que l'on ne peut planter qu'une fois tous les 7 ans sur une parcelle. Et un champ de lin bio, ça ressemble bien souvent à ça. C'est-à-dire une espèce de prairie dans laquelle il y a des rejets de toutes les cultures des années précédentes, dans lesquelles il y a beaucoup de paille également, et qui est, en termes de look, très différent de ce qu'on a en tête quand on parle d'un champ de lin traditionnel aujourd'hui. La difficulté du lin bio, c'est effectivement d'être capable de récolter cette fibre. Et quand on en parle avec des exploitants, ils disent mais c'est l'enfer, parce qu'en fait, pour récolter un truc comme ça, on ne peut pas le faire avec des tracteurs, on ne peut pas faire d'arrachage, on est obligé de le faire à la main et on ne s'en sort absolument pas. Et par ailleurs, les rendements ne sont pas très très bons sur le lin bio. Il y a plein de problèmes liés à la pousse de champignons, liés au fait que les bourgeons des plantes peuvent être mangés par des petits insectes qui interrompent la croissance de la fibre, etc. Donc c'est aujourd'hui une grosse difficulté. Et nous, qui sommes souvent interrogés par nos clients pour avoir des produits en lin bio, bien souvent on cale un peu parce que les prix sont complètement dingues. C'est 2 à 3 fois plus cher que du lin conventionnel. Et la disponibilité de la matière est assez rare. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose qui va se développer, mais les agriculteurs ont un très gros sujet à traiter sur la productivité de cette plante. Voilà. Bon, d'autres plantes évoquées aussi par Vincent, le chanvre, mais le chanvre, c'est
alors plus cher encore que le lin. Il n'y a pas de transformateur de chanvre en France. C'est assez difficile. Oui, on va s'arrêter. Et ensuite, on a donc le sisal arami, qui sont plutôt des textiles d'ameublement, et la jute que l'on utilise un petit peu, qui est une plante qui pousse beaucoup au nord de l'Inde, qui est très résistante et qui a un aspect assez brut. Voilà. Et puis quand on parle de fibres naturelles, on regardait un peu des choses nouvelles. Il y a du fil de lait de vache, donc il y a une marque de prêt-à-porter qui vient de démarrer sur ce thème-là. J'ai pas essayé, je ne sais pas ce que ça donne, c'est complètement expérimental. Et on a le cicel, donc là c'est vraiment l'idée de reprendre des algues et en faire du fil, un petit peu comme même procédé que la viscose en fait. Voilà, j'ai terminé. Je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques, des doutes. Eh ben, merci beaucoup et bonne journée à vous. Et venez nous voir sur notre stand, on pourra en reparler ensemble si vous voulez. Bonne journée.